Salut la team, bienvenue dans cette deuxième partie. Je vous mettrai la partie 1 comme d'habitude juste en haut à droite, comme ça si vous n'avez pas encore vu vous pouvez y aller directement. Et pour la team YouTube, n'hésitez pas à liker, commenter et follow parce que ça nous aide énormément dans l'algorithme et le référencement. Et ça me permet aussi d'avoir vos avis, vos théories, etc. Vous connaissez les gars. Donc voilà, juste avant de vous laisser regarder la vidéo, n'hésitez pas aussi à aller sur le Twitter, le Discord, il y a pas mal de trucs. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Allez, je vous laisse regarder. Bon visionnage. Donc c'est parti, je vais prendre 5 minutes juste pour détailler un petit peu le chapitre et mes impressions par rapport à ça. Et après on passe théorie, discussion et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Donc let's go les gars. Déjà, plusieurs informations. Premièrement, juste déjà par rapport à ce que je vous ai dit pour la page de couverture, on a donc Shinobu qui a perdu du poids dans son combat contre Aramaki, Ryukogyu, l'amiral, mais qui a repris du poids. Donc est-ce que c'est une incohérence? Est-ce que c'est un oubli? Est-ce qu'en fait tout est millimétré? Dans tous les cas, Oda il pourra expliquer ça facilement. Et ça enlève pas le côté sérieux du manga, quoi, le côté cohérence, tu vois. Donc pour ça, c'est juste le petit truc qu'il va falloir élucider, mais en tout cas Yamato, j'ai l'impression qu'elle va quelque part. C'est-à-dire que tout ça là, tout ce qui a été construit va aller dans une direction et va nous donner des informations pour la suite de One Piece. Et là, la seule information concrète qu'on pourrait utiliser pour la suite de One Piece, c'est qu'à Wano, il y a quelqu'un qui capture. Et à Wano, il y a quelqu'un qui capture des jeunes filles. Qui ça pourrait être? Est-ce que ce serait Orochi qui aurait finalement survécu? Pas impossible. Est-ce que ce serait Kaido ou Big Mom qui récupérait les âmes des jeunes filles pour pouvoir se soigner? Ça, c'est ma théorie préférée. Et ce serait ouf de voir dans la mini-aventure qu'ils soient tous les deux en PLS et qu'ils sont obligés de prendre la moitié de vie de jeunes filles ou de jeunes garçons, histoire de se soigner parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et ça pourrait être trop lourd. Donc voilà en tout cas pour la première page de couverture et la mini-aventure de Yamato. Passons au chapitre. Donc comme je le disais, le chapitre pour moi, je mettrais un bon 6 sur 10 parce que voilà, pour moi, c'est pas un chapitre fou, mais c'est un chapitre intéressant et un chapitre cool, avec un potentiel superbe cliffhanger à la fin du chapitre. Donc ça, c'est cool. On va voir un petit peu, on va patienter jusqu'à mardi prochain pour avoir la suite et la révélation d'à quoi ressemble l'extérieur tout simplement de la pièce, quoi, parce qu'on n'est même pas sorti de la pièce, quoi. On a vu un petit peu Rod du coup marcher à l'extérieur de la chambre, mais on a zéro information complémentaire. Donc voilà, on était enfermé dans une pièce, dans un monde et on sait pas ce qu'il y a à l'extérieur. Et moi, comme je vous l'avais dit, ma théorie personnelle, la théorie en laquelle je crois maintenant, c'est le fait qu'on pourrait être carrément au sommet d'Yggdrasil, dans le château, comme s'il y avait un village au sommet qui siégerait à 10 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, et dedans vivraient tous les dieux d'Asgard, etc., etc. Ça pourrait être tellement lourd, c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. Maintenant, au niveau cohérence, par rapport à ce que Luffy a vu, parce qu'il n'était pas surpris de ouf, il était juste content. Ça veut dire que potentiellement, ce qu'il voit, c'est ce à quoi il s'attendait. Et moi, j'ai une deuxième théorie par rapport à ça. Donc, si c'est pas au sommet d'Yggdrasil, de l'arbre monde, je pense qu'en fait, ce serait le climat qui change complètement. Et qu'à l'extérieur des murs, eh ben, il y aurait tout simplement de la neige. Et en fait, ça ferait un contraste fou entre le fait qu'ils étaient dans un monde un peu verdoyant, Lego, arbres gigantesques, nuages, il fait beau, etc. Et du coup, maintenant, ils seraient dans la neige, dans les fjords, comme des vrais vikings, tu vois, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui pourrait se passer. Donc, le chapitre commence avec les Mugiwara qui ont, du coup, un petit peu cartographié, entre guillemets, grâce à Nami, tout le monde, tout le mini-monde de Lego, hein, et ils avancent petit à petit et comprennent assez facilement comment sortir du monde. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on peut noter que le chat obéit étroitement à Luffy. Et ça pourrait être une interrogation. Comment ça se fait que le chat obéit à Luffy? Est-ce que c'est le Haki des rois? Est-ce que Luffy a pas utilisé son Haki des rois pour le convaincre? Peut-être. Ou tout simplement qu'il a peur ou que Chopper lui a demandé. C'est pas impossible non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que les villageois se demandent pourquoi le chat aide Luffy. Et pareil pour Rod, qui connaît bien le chat, il se demande comment ça se fait qu'il obéit à Luffy. Donc voilà, c'est une petite interrogation qui, je pense, pourra prochainement avoir une réponse, peut-être dans le prochain chapitre. Donc voilà, je pense que c'est une information pertinente qui pourra nous servir pour la suite. Ok, donc ensuite, on a les fameuses attaques, l'entrée en action de Zoro et Sanji. Donc voilà, ils ont mis qu'un seul coup dans le filet pour libérer un petit peu le chat et tout l'équipage, mais c'est quand même pas mal. Et ensuite, il y a un petit peu le côté narration, le côté quatrième mur, le côté histoire dans l'histoire, parce qu'on a du coup quelqu'un qui est un petit peu maître du monde, en tout cas du petit monde, et on dirait un petit peu Oda. Pourquoi? Parce que voilà, il est libre de faire ce qu'il veut, de créer les histoires qu'il veut dans son monde, sauf que là, Rod a plus de liberté étant donné que son monde existe vraiment, et Oda, évidemment, son monde n'existe pas, malheureusement, mais il façonne un petit peu le monde pour qu'il soit réel. Et je pense que c'est une petite référence par rapport à lui, ça me rappelle un petit peu Vegapunk à Egghead, qui était un petit peu le rêve d'Oda, parce que Oda, ce qui serait bien, c'est qu'il puisse faire 6 clones, et chacun de ces clones pourrait gérer tout ce qu'il a à faire dans la journée, étant donné qu'Oda a tellement de travail à faire, que forcément, il dort très peu. Alors que s'il avait 6 clones pour faire plein de choses pour l'aider, et au final, il arriverait à faire tout ce qu'il veut. Et c'est ça qui est dommage pour lui, et qui est réel dans l'œuvre. Et du coup, là, c'est un petit peu pareil. Peut-être qu'Oda, son rêve, enfin, un de
ses rêves en tout cas, ce serait qu'il y ait de la vie dans ces personnages, comme s'il créait un monde réel, où justement tous ces personnages prendraient eux-mêmes leur choix à certains moments, pour justement peut-être le surprendre, lui donner des idées, ou etc. etc. Donc voilà, j'ai l'impression que Oda, depuis Egghead, il se confie un peu plus sur la situation dans laquelle il est, et justement, il essaie de nous faire ressentir ce que lui, il est en train de vivre. Donc ça, c'est trop lourd. Voilà, donc c'est peut-être que métaphorique, peut-être que j'y suis pas du tout, mais c'est quelque chose qui, je pense, a un intérêt. Donc voilà, ensuite, Usopp qui casse la cage avec son Midoriboshi, et franchement, déjà, la tête de mort gigantesque, là, je trouve qu'elle est vraiment balèze. J'ai l'impression que Usopp, il est de plus en plus fort sans rien faire. C'est ouf, il a pas eu d'ennemis depuis Dressrosa, gros. Depuis Dressrosa, il a pas eu d'ennemis. Depuis Sugar, il a pas eu d'un 1v1. Vous vous rendez compte? J'espère que ce 1v1 va valoir tous les 1v1 qu'il a raté, tu vois. Donc voilà, c'est ouf, hein. Ok, on continue. On a donc Luffy et la façon qu'il a de transformer juste son bras en Gear Force. Donc voilà, c'est juste légendaire. Ça, je vous en ai déjà parlé. J'ai parlé dans les précédentes vidéos. Je vous les mettrai juste en haut à droite pour que vous puissiez avoir tous les détails par rapport à la mécanique du combat qui tourne autour du Gear 5, comment il est géré, comment il pourrait alterner par exemple le Bonding Man et le Snake Man pour avoir en même temps de la patate et de la rapidité. Le fait que potentiellement il puisse changer d'un coup, genre il va hyper vite à droite à gauche et bam, d'un coup il se change et il met une patate ultra puissante. Ça pourrait faire des scènes vraiment magnifiques dans l'anime, ça pourrait être vraiment légendaire. Pareil pour le Gear 5 qui pourrait potentiellement activer que sur ses bras, que sur ses jambes, histoire qu'ils soient un petit peu plus endurants. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver. Et la dernière chose, c'est le côté fusion. Je pense qu'il pourrait fusionner par exemple le Gear 4 avec le Gear 5, c'est-à-dire qu'il fasse un Bonding Man, mais Gear 5 ou un Snake Man Gear 5. C'est quelque chose qui pourrait arriver parce que c'est déjà arrivé à l'époque entre le Gear 3 et le Gear 2, il a fusionné les deux et ça a donné entre guillemets le Gear 4. Donc voilà, ça pour vous dire que c'est des mécaniques qui sont déjà mis en place et qui pourraient être exploitées dans les prochains chapitres. On continue, on essaye de faire vite comme ça, je vous donne toutes les informations les plus importantes. Donc on a donc la révélation de qui se trouve derrière le masque du dieu soleil, le masque de cerf, et c'était bel et bien Rhodes. Donc voilà, un des membres de l'équipage des géants. On s'y attendait pas du tout, mais vraiment pas du tout. On était là en train de théoriser dieu du soleil, Sol, Baldur, potentiellement des personnes légendaires qui auraient pu peupler Elbaf, mais de manière divine, hein, vraiment des êtres divins. Qu'on a parlé de Loki qui existe vraiment, donc on pourrait supposer qu'il y ait d'autres dieux, des dieux As ou des dieux Van. Donc voilà, c'est dans la mythologie nordique, hein. Et potentiellement d'autres races tout simplement, hein, que ce soit les nains. Moi je vois bien Brock et Sindri parce que c'est eux qui ont fabriqué le marteau de Thor. Ça pourrait être légendaire qu'on ait des forgerons et potentiellement un forgeron qui intègre l'équipage au chapeau de paille pour justement créer des armes de malade, créer des armes à Zoro, peut-être les améliorer, les forger, les enchanter peut-être, on sait pas, on est quand même à Elbaf. Potentiellement créer une arme pour Usopp pour qu'il devienne plus fort, potentiellement créer des armes pour Franky ou peut-être créer le métal pour Franky pour que Franky puisse les transformer. Si tu intègres le fait qu'il y ait Lilith qui est dans l'équipage en tant que Vegapunk, on pourrait avoir un combo légendaire. Un charpentier, un forgeron et un mec qui est scientifique, un petit peu pour les plans et pour le côté scientifique tout simplement. Ça pourrait améliorer le bateau de Luffy comme personne, tu vois, vraiment comme personne. Donc voilà. Et ensuite on termine avec la dernière page. Dernière page, qu'est-ce qu'on a? On a un Luffy Gear 4 qui attaque justement le mur des géants et qui ouvre le mur. On a quand même quelques informations, hein. On est peut-être passé à côté, mais je peux vous montrer juste ici. On peut voir ici qu'il y a quand même des pierres, des briques. Donc on peut supposer que c'est un château. C'est quand même bizarre, hein. Sachez que dans la mythologie viking, tout est construit en bois. Il y a quasiment rien qui est construit en pierre. Les seules choses qui sont construites en pierre, c'est plus les châteaux, etc., etc. Donc tout ça pour vous dire que quand on prend ça en compte, on a quelques petites informations qui pourraient aller dans le sens des théories qu'on a dites plus tôt dans le live, dans la vidéo. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai dit, mais franchement j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé ce chapitre, mais non, par rapport à ce qu'on a et ce qu'on a l'habitude d'avoir, malheureusement c'est pas le chapitre qui décolle vraiment. Donc là j'avais mis 6, mais au final avec toutes les informations qu'on a, je mettrais bien un 6,5, tu vois. Et en fait tout dépend de ce qu'on va découvrir après. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a derrière le mur? Si c'était vraiment un banger de malade mental, là je mettrais un petit 7, un petit 7,5, parce que voilà, au final c'était une préparation pour arriver quelque part de légendaire, tu vois. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, je m'arrêterai sur ça pour l'analyse. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour la team YouTube si vous avez kiffé. Lâchez votre meilleur like, votre meilleur follow pour nous aider, et sinon bah vous connaissez, hein, le petit Discord, le petit Twitter, il y a même la petite souscription si vous voulez du contenu supplémentaire. J'ai mis pas mal de nouvelles vidéos en ligne. Il y en a eu une aujourd'hui qui est sortie spécialement que pour les membres, et il y en a 3 autres qui vont arriver dans les 3 prochaines semaines. Donc voilà, une par semaine, et ça tout le monde est content, tout le monde a ses petits trucs et tout, et en plus on parle de pas mal de choses. Il n'y a pas forcément que du One Piece, mais il y en a quand même. Donc voilà, en tout cas pour la team YouTube, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très bientôt.